fois, mais on a préparé la présentation ensemble. Et avec Diacé Samaké, qui est dans une unité qui s'appelle EcoDev, et moi, Philippe Clastre, informaticien et géomaticien, dans une unité qui s'appelle URFM sur le centre PACA. Donc, notre infrastructure, on l'a appelée GeoPen4S pour on traite de la géomatique avec des produits open source, et on a en gros 4 services périphériques qu'on va voir offerts. Pardon? Bon, écoutez. Donc, du coup, j'enchaîne parce que j'ai compris qu'il fallait aller assez vite. Donc, j'ai repris à la lettre les titres que tu avais proposés, Sylvie. Et donc, voilà un schéma très schématique de notre infra, avec au centre, ce qui est ultra structurant pour nous, c'est la base de données Postgre et PostGIS, j'ai oublié de le rajouter, et qui est en fait finalement le nœud central. En gros, si ça tombe, tout tombe, quoi, hein, pour nous. Donc, c'est un peu le point névralgique. Autour de ça gravite un certain nombre de services. Alors, on a des choses qui sont pas dépendantes de la base de données, c'est le cercle vert, là, qui représente les données mutualisées qui sont hébergées sur un NAS de centre. Donc là, c'est de l'espace de stockage. Et il y a un certain nombre de données qui ont vocation à être utilisées, mobilisées par pas mal de gens, et plutôt que chacun les télécharge de son côté, elles sont mises à disposition sur des répertoires partagés. Le rond rouge symbolise en fait tout ce qui est purement SIG, avec des outils comme Grace et QGIS. Donc, je détaillerai sur la partie architecture, hein, mais en gros, c'est une machine virtuelle sur laquelle on fait tourner ces applications. J'ai noté ArcGIS aussi, au sens où, en fait, le GeoPen4S est le correspondant pour l'organisation ArcGIS à INRAE, hein, puisque, vous savez, à Orléans, ils ont mis en place un serveur de jetons, donc maintenant, ça nous a simplifié vachement la tâche. Mais en gros, on s'occupe de faire cette relation entre les gens qui, localement, sur le centre, ont besoin d'ArcGIS et puis le système de gestion de jetons qui a été mis en place à Orléans. Et puis, à une époque, il y a eu aussi l'hébergement d'un serveur de jetons pour un outil qui s'appelle eCognition, qui permet de faire de la classification objet. Mais bon, c'est plus trop utilisé actuellement. Donc voilà, une bulle SIG qui forcément s'appuie sur la bulle base de données, puisque on milite pour que l'ensemble des couches géométriques soient portées par la base, hein, par les bases. À côté de ces services données mutualisées SIG, on a un service qu'on appelait statistique, hein, qui en fait reprend du RStudio et du RShiny. Donc on héberge un certain nombre d'applications Shiny, on a RStudio en ligne, et puis il y a une machine également, une machine virtuelle qui héberge du R, et les gens peuvent se connecter dessus pour lancer leur script de traitement, quoi. Et puis, dernier service, c'est la partie web où, en fait, on porte une partie de ce qu'a montré Alain à l'instant, ou avec un serveur de métadonnées, donc un catalogue de métadonnées, GeoNetwork, du serveur Carto, GeoServer. Et puis, donc, ils ne sont pas intégrés, hein, comme dans l'IDS à Orléans, hein, enfin, à Orléans, dans le CATI, c'est l'IDS du CATI. Donc, ça veut dire que concrètement, on crée des comptes à la demande sur chacune de ces applications, hein. Quand quelqu'un veut déposer des fiches de métadonnées, ben, on lui crée un compte. Ça n'arrive pas si souvent que ça, quoi. Et puis, pareil pour le serveur Carto, le GeoServer. Et on a aussi l'outil Lismap là, qui permet de faire finalement du serveur Carto un peu plus évolué, entre guillemets, que GeoServer, puisqu'on peut partir de QGIS et puis exporter vers l'ISMAP, et ça rend des cartographies un peu plus agréables à consulter, quoi. Et on a aussi du coup des applications qui traitent de la sémantique avec des outils pour faire des éditions d'ontologie et de thésaurus qui sont portés par cet environnement-là qui au départ est très géomatique. Et voilà, c'est une petite verrue qui est venue se greffer parce qu'en gros, on avait les ressources techniques pour l'héberger. En gros, c'est la souplesse qu'on a en tant qu'administrateur de la solution de pouvoir s'autoriser, de créer des VM et porter ces services qui, au départ, n'ont pas forcément à voir avec de la géomatique. Donc voilà pour le panorama des services proposés. En termes d'architecture technique, donc on a 3 machines physiques, bon, vous avez dans ce tableau là, qui sont vieilles, hein, parce que les premières ont été achetées dans le cadre d'un appel d'offres en base de données en 2010.
et donc on est en train de les renouveler, là, c'est l'objet de ce qui est écrit là, ici. Donc, dans notre architecture, on a une solution VMware avec un certain nombre de VM et puis deux machines qui portent du Debian plus du Docker. Et donc, on voit dans les cadres du dessous que bon, voilà, on a une dizaine de machines dédiées par application. Et puis, soit par des applications, soit pour des besoins précis de mise en ligne d'applications. C'est pour ça qu'on les a regroupés sous le vocable web d'ailleurs. Et donc, on propose d'héberger des applications web qui ont à voir avec la géomatique, par contre, pour des communautés sur le centre. Donc, c'est quand même loin d'un support DSI, on est bien d'accord, hein, mais voilà, c'est encore une fois parce que des acteurs de la plateforme GOpen4S sont impliqués dans différents projets qu'on mobilise les ressources de cette infrastructure pour les besoins des projets en question. Donc voilà, une dizaine de VM, des containers, en particulier celui qui porte Postgre. Donc là, Diacé, si vous avez des questions, vous pourrez les poser après, mais il pourrait intervenir sur le fait que voilà, c'est une architecture maître-esclave. On a deux instances de Postgre qui se surveillent l'une l'autre. Et puis, bon, si le maître tombe, l'esclave prend la main. Bref, il y a des solutions technologiques qui nous donnent un grand confort d'usage. Et d'ailleurs, ça fait plusieurs années que ça n'a pas planté. On en est bien content. Pareil, on a des containers pour l'ISMA, pour RStudio, pas pour RStudio, non, mais pour Shiny, je me suis trompé là, et tout ce qui est PGAdmin, le portainer, évidemment, donc des applications qui permettent de surveiller un petit peu tout ça. Et puis, tout ça, le socle de stockage, c'est le NAS 230. Donc, ça porte à la fois le data store de la solution de virtualisation, et le PG Data, c'est-à-dire l'espace de stockage des données en base. Donc, c'est vraiment, c'est aussi une ressource stratégique pour nous. Tout à l'heure, je vous expliquais qu'il y avait aussi les données dites communautaires, c'est-à-dire à portée générique dans notre périmètre. Les gens utilisent cette liste-là de ressources via des protocoles, soit en SSH pour se connecter sur les machines virtuelles et lancer les applis, ou directement quand c'est des applis web via leur navigateur. Voilà pour la partie architecture technique. Donc, on s'est créé des petits scripts d'administration. Finalement, on a une certaine souplesse dans le système de gestion de cette infra. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est plutôt une juxtaposition de composants, plutôt quelque chose de très intégré, comme avec la solution GeoOrchestra. Donc, en termes de communauté servie, donc, il y a 3 unités qui sont porteuses de la solution. Ça veut dire qu'il y a du personnel investi, du personnel de ces unités qui est investi dans l'administration des systèmes qui sont proposés depuis 2010. Et puis, petit à petit, il y a des unités utilisatrices des ressources géomatiques qui se sont greffées, mais qui sont uniquement utilisatrices, justement. Donc, ils nous demandent des comptes et puis on leur explique comment s'en servir. On intervient d'ailleurs dans les sessions de formation Postgre et QGIS qui ont lieu de temps en temps sur le centre. On est sollicité pour expliciter. On a monté un partenariat, entre guillemets, avec la formation permanente locale. Et chaque fois qu'ils ont des formations comme ça, ils nous sollicitent pour qu'on vienne présenter la ressource, pour dire aux gens qui se forment, voilà, il y a ça qui existe, pensez-y, et ça nous permet d'augmenter notre communauté. Donc, en termes de droit d'accès, je crois qu'on n'avait peut-être pas bien compris la demande, mais effectivement, nous, ça veut dire c'est un accès libre. On gère les droits au sein de chacune des applications, donc on donne des privilèges à tel ou tel en fonction de leurs besoins. Mais le grand principe, c'est bien que l'ensemble des acteurs dans les 9 unités en question soient libres d'accéder aux ressources. Donc, on a plus d'une centaine d'utilisateurs déclarés. Alors là, ça c'est facile, hein, il suffit qu'il y ait, je sais pas, un certain nombre de stagiaires par an, et puis tout de suite, ça augmente le volume. Mais comme on ne fait pas forcément le ménage dans les comptes, du coup, ce chiffre augmente régulièrement. 1 minute, ah oui, d'accord. Il y a une vingtaine d'utilisateurs réguliers, par contre, hein, et donc, bon, j'en fais partie, mais Diacé aussi. Et tous les jours, on mobilise les ressources de la plateforme pour travailler avec ça. Un modèle économique un peu bizarre. En fait, on fonctionne sur certains achats sont effectués sur des financements sur projets scientifiques. Voilà.
l'espace l'espace disque du NAS de centre, ben on a souscrit au service, puisque le NAS de centre, c'est un service DSI. Et donc, on raquette les unités utilisatrices. Et puis, parfois, il y a de nouveau des raquettes exceptionnelles quand explicitement, dans le cadre du renouvellement du matériel de cette année, on est allé les trouver pour leur demander des sous. On n'a pas… Non, pardon, je suis parti dans le mauvais sens. Sujet en cours, bon, ben, je passe juste sur la partie à développer. Donc, nous, on veut aller vers beaucoup plus de containerisation parce que ça simplifie grandement le boulot des administrateurs système. Et ces applications, là, GeoServer, GeoNetwork, Web Protégé, qui sert pour la partie sémantique, c'est des applications qui sont déjà disponibles en forme conteneur. Et donc, on veut aller vers une architecture avec les deux nouvelles machines, complètement, enfin, aller vers le maximum d'applications containerisées dans une architecture Swarm, quoi, qui permet de faire de la répartition de charges entre les deux bécanes. Et puis, on a aussi quelque chose qui est en route, qui est démarré, mais qui n'est encore pas abouti, mais pour faire du monitoring de nos ressources. Parce que chaque fois qu'on a eu des problèmes, c'était souvent des saturations d'espace disque, typiquement. Je suis encore parti de mauvais côté. Dernière diapo. Donc, deux couleurs pour expliquer la partie attente et la partie point bloquant. Donc là, je me suis dit, le cahier des charges de cette diapo, c'est comprendre un petit peu comment on pourrait s'inscrire dans la démarche IDG nationale, hein. Bon, c'est peut-être pas complètement satisfaisant, mais si je regarde sur la partie de gauche, les attentes vis-à-vis de l'infrastructure, donc là, nous, si on imaginait pouvoir se projeter dans une infrastructure comme ça, c'est de l'hébergement et de données de services, on va dire, plutôt standard, avec une souplesse et une autonomie dans leur gestion, en particulier sur la création des services. Moi, j'ai repris VM et containers, mais c'est vrai que cette partie-là, souplesse, elle caractérise finalement notre infrastructure et c'est quelque chose qu'on ne voudrait pas perdre dans une architecture nationale. Bon, je pense que ça s'inscrirait nativement dans la partie contribution au CATI GDOP, si c'est lui qui porte, on va dire, en accompagnement de la DIPSO, une partie de la mise en œuvre de l'infrastructure. Donc, je pense que c'est favorable. On y est déjà dans le CATI. Et puis, bon, il ne faut pas oublier les services carto, parce que dans l'infrastructure GeoOrchestra, actuellement, il n'y a pas la solution LISMAP, et ça, c'est quand même bien souhaité par nos utilisateurs, il me semble. Ensuite, les points bloquants pour nous, actuellement, dans notre vie quotidienne, c'est l'absence de financement récurrent. Ça, bon, voilà, vous avez bien compris qu'on allait taper chez les uns et les autres pour récupérer les sous. On a essayé de voir dans quelle mesure on pourrait déporter nos matériels dans des data centers, et on a fait un test en déplaçant une VM avec QGIS dessus. Donc, c'est l'application X11 dont il est question ici, et ça n'avait pas fonctionné. C'est-à-dire que les temps de latence étaient vraiment trop énormes, et alors si on rajoute le VPN par-dessus, c'est catastrophique. Donc, ce n'était pas possible d'utiliser une application X11 à distance hébergée sur le data center, avec les données par contre sur le data center. Par contre, on a fait la même chose en début d'année là sur le data center de l'Aix-Marseille Université. Et là, c'était parfait. On va dire que c'était comme si on était à la maison, quoi. Voilà. Donc, ça veut dire que pour nous, simplement, ce truc-là, on ne peut pas aller dans une solution où l'infrastructure matérielle est déplacée dans un data center INRAE, que ce soit celui de Toulouse ou celui de Paris. Par contre, sur celui de Marseille, c'est possible. Voilà. Bon, c'était pour se rassurer sur la faisabilité qu'on avait fait ces tests-là, hein. Donc, il faut garder ça en tête. Donc, reciter que pour nous, la base de données, c'est le point névralgique de la solution, et que tout part de là, quoi, puisqu'on héberge nos données et les applications fonctionnent grâce à leur propre base de données hébergée dans le même système de gestion. Et puis, un point bloquant quand même pour déplacer les actifs, là, c'est la liaison forte, hein, au sein de l'infrastructure PACA, puisque on a des applications qui génèrent de la carto, mais qui s'appuient sur un cluster qui est local, qui tourne, voilà, qui récupère des données météo la nuit et qui fait des simulations pour faire des restitutions cartographiques. Et du coup, ça poserait un problème de déplacer, ou alors il faudrait de la ressource de calcul, quoi. Voilà.
Du coup, là, ça revient à notre question, c'est toujours pareil, c'est finalement, si on doit déplacer du matériel, en fait, il faut déplacer le matériel et les données tout au même endroit pour que ça soit viable, sinon ça ne marchera pas. Voilà, merci de votre attention, si vous avez des questions.